marché. Les différentes étapes du marché, ça va? Quelqu'un peut me dire, quels sont ceux qui sont à 2? Bon, photo, tu peux suivre avec l'une des voisines. Alors, c'est la lecture. Qui commence? Les différentes étapes d'un marché. Oui, vas-y. Distinction entre le marché actuel et le marché potentiel. Le marché actuel correspond aux ventes effectivement réalisées par l'ensemble de la population, l'entreprise et ses concurrents auprès des clients du produit concerné. Il comprend les consommateurs actuels, ceux qui consomment ou ont consommé un des produits de l'entreprise. Le marché potentiel correspond aux ventes pouvant être réalisées par l'ensemble de la profession. 27. Ça va, vous avez dit? Ok. Le marché potentiel correspond aux ventes pouvant être réalisées par l'ensemble de la profession auprès des clients du produit et des non-consommateurs de l'actif. Ce marché comprend des consommateurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'utiliser le produit, soit parce qu'ils en ont besoin, soit parce qu'ils consomment des produits similaires ou concurrents de l'entreprise. Ça va? À ce niveau, il n'y a pas de questions? Marché actuel et marché potentiel. D'accord? On peut continuer? Oui, il y a une question. Oui. À ce niveau, comment on peut faire la différence entre client actuel et client potentiel? J'explique. Oui. C'est-à-dire, on peut assimiler à cela. Actuellement, on parle de marché actuel et marché potentiel. Oui. Donc, on peut dire client actuel et client potentiel. Ça marche. Ça marche. Ça peut aller? Ok, allons-y. Distinction entre marché amont et marché aval. Le marché amont est constitué des fournisseurs de l'entreprise. Le marché aval est le marché des clients. Ok, avant qu'on les continue, pourquoi le fournisseur est constitué comme le marché amont de l'entreprise? Mais c'est pourquoi? Oui, pourquoi? Oui. Pourquoi on dit que le fournisseur constitue, ou bien l'ensemble des fournisseurs constitue un marché en amont de l'entreprise? Monsieur, le fournisseur constitue un marché en amont de l'entreprise parce que le fournisseur ne fait pas partie de l'entreprise. Mais est-ce que le client fait partie de l'entreprise? Non, monsieur, le client ne fait pas partie de l'entreprise. Donc, ils sont dans l'environnement marketing. Oui, Abi. Monsieur, il y a d'abord, comme je veux dire, un travail qui est fait avant que soit la marchandise arrive en entreprise. Un marché qui est connu soit entre le producteur, le fournisseur et le producteur. Et le producteur, ou bien entre le fournisseur et l'entreprise. Et comment ça se passe, Emmanuel? Tu as quelque chose à ajouter, non? Monsieur, c'est par rapport à la question, je voulais dire que quand on dit que le marché amont est constitué de fournisseurs et d'entreprises, pour moi, ça veut dire avant qu'il y ait, par exemple, distribution à l'entreprise, il faut d'abord s'approvisionner chez le fournisseur. Chez le fournisseur. Dans le premier temps. Maintenant, c'est après ça que vient la distribution, on peut dire vers le client. C'est pour ça qu'on dit amont, on dit avant, et puis on avale après. Ok. Qui a fait gestion des stocks ici? Gestion et approvisionnement du stock. Un peu. Oui. 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 Monsieur, moi je me dis que. Monsieur, je vais poser une question. Oui, allons-y. Est-ce qu'une entreprise peut exister sans avoir un fournisseur? Jamais. À moins qu'elle soit une entreprise primaire. Pas d'entreprise. Pas d'entreprise de production. C'est-à-dire elle-même, elle produit, mais elle produit les matières premières qu'elle-même fournit. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, il faut que je vous ajouter quelque chose. Il voulait dire, actuellement, avec la géomarketing, est-ce que on ne peut pas dire que le fournisseur est prioritaire
client. Il est quoi? Il est prioritaire. Non, non, reprends la question. Le fournisseur quoi? Prioritaire, c'est-à-dire il vient après le client. Non. Parce que ici, l'entreprise se trouve dans un système comme ça. L'entreprise est là, on est d'accord? Entrée, fournisseur et sortie, client. Ici, après ça, quand on parle d'un marché, l'entreprise a son marché aval qui est le client. Son marché amont, le fournisseur, il doit connaître le fournisseur adéquat qui puisse lui fournir le produit adéquat. Puisque sur le marché des fournisseurs, il y a plusieurs fournisseurs. Mais lequel des fournisseurs que nous avons choisi est en gestion d'approvisionnement et de stock qu'on appelle. Il y a des critères de sélection d'un fournisseur. On ne choisit pas un fournisseur parce que c'est l'entreprise de madame. On ne choisit pas un fournisseur parce que c'est le copain qu'on connaît. Mais on choisit un fournisseur selon les critères de dynamique qu'il met en place. Parce que mieux vaut respecter les délais de livraison. Si vous avez un fournisseur qui ne livre pas à temps, si vous avez un fournisseur qui vous donne des produits qui ne sont pas de qualité, si vous avez un fournisseur qui ne vous fait pas ce qu'on appelle ici des facilités de paiement, alors là, vous allez choisir un autre fournisseur. Donc, le marché en amont dont on parle ici, c'est l'ensemble des fournisseurs des produits qui entrent à l'entreprise pour la production du produit qu'on appelle produit semi-fini ou bien produit fini. Ce qui veut dire que l'entreprise vit dans un écosystème. Il a besoin du fournisseur pour fabriquer. Donc, quand le fournisseur ne livre pas à temps, il a un problème avec les clients. On prend l'exemple de Solibra, qui est en même temps distributeur. Mais Solibra, avant de fournir à ses clients, il faudrait que Solibra aille chercher la bière fabriquée à partir de quoi? Maïs. Oui, maïs. Mais où on enlève ce maïs-là? C'est en bouche. C'est en bouche. C'est en bouche. Donc on parle de paysans, n'est-ce pas? Alors là, si la matière première qui doit venir, peut-être de Congo, puis c'est le maïs jaune qu'on utilise souvent, au niveau de choses comme on appelle ivoire, c'est le riz, il faudrait qu'on fournisse à ces deux entreprises-là du maïs et du riz de bonne qualité. Et s'il y a commande, il faudrait qu'il y ait d'abord un stock. Mais lorsqu'on a un rupture de stock, il faudrait que le stock à venir soit disponible à remplir les conditions de l'entreprise. Donc, le marché, celui qui fournit l'entreprise, est le marché avant production et celui à qui l'entreprise fournit est le marché après production. Oui, Monsieur, dans ce contexte, il y a une petite confusion. Oui, oui. Prenons un peu le réseau mobile. Oui, oui. Avant que les unités soient sur le marché, Oui. d'abord, qu'est-ce que le fournisseur fait? Le fournisseur, il s'en va, il paye. Autrement, il achète pour. Le fournisseur, c'est qui? En matière de mobile. En matière de mobile, Oui. on peut appeler les trucs comme ça, les grossistes. Mais quel type de mobile, quel type de produit vendent? Les unités. Ah, tu parles d'unité. Ouais, D'accord, ouais, d'accord. Et je reviens sur ma question de base où j'ai dit que le fournisseur est prioritaire. Parce que dans ce contexte, si le fournisseur n'achète pas, le client ne peut pas avoir accès aux unités. Et quand le producteur qui prend sa produit, c'est-à-dire s'il demande à ce que le fournisseur paye d'abord, puis livre la marchandise. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit dans ce contexte, le fournisseur il est prioritaire. Donc c'est ce que je voulais. Dans ce contexte, c'est bien dit, mais dans ce contexte, le fournisseur, ce n'est plus le distributeur des 4 unités. Le fournisseur, c'est la maison de téléphonie mobile. Ça, c'est tout un peu. Quand on voit Orange qui vend des unités, et moi je suis qu'un revendeur, qui est le fournisseur? C'est Orange qui est mon fournisseur. Donc moi, en tant que revendeur, il faudrait que Orange m'approvisionne à temps, en qualité et aussi en ressources. Est-ce que vous voyez un peu? Pour que je puisse servir ma clientèle qui est là. Est-ce que tu comprends un peu?
Non, ton visa là, ça me reste pas. Oui, C'est une question que je dois poser pour essayer de rentrer un peu dans l'explication que vous venez de donner. D'abord, le fournisseur, il est avant tout client, c'est ça? Le fournisseur, Oui. il n'est pas client. Il n'est pas client. Le fournisseur n'est pas client. Mais il s'approvisionne. Le fournisseur, l'entreprise est son client. Le client du fournisseur, c'est l'entreprise. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est vers lui que nous allons prendre. Nous, en tant que clients, vers qui nous allons nous approvisionner. Quand vous allez chez le boutiquier, vous êtes client. Le boutiquier devient qui? Votre fournisseur. Mais lui aussi va être approvisionné. Donc lui, il est client de qui? Du distributeur détaillant, disons, demi-grossiste. Mais le client du demi-grossiste, c'est qui? C'est le grossiste. Et le client maintenant du grossiste, c'est qui? C'est l'entreprise productrice. Mais l'entreprise productrice elle-même, elle est cliente quelque part. Client de qui? Le fournisseur de matières premières. Et le paysan, il est client de qui? Ah oui, c'est une suite. Mais si le client n'a pas pu produire à temps. Le fournisseur, il est d'abord client. Non, ça dépend de où on se positionne. Le client peut être fournisseur et en même temps client. Mais la raison qu'il doit ici, c'est quoi? C'est donner à l'entreprise, en matière de fourniture de matières premières, il faudrait que nous donnons à l'entreprise le meilleur produit qui soit. Ça va? Livré dans les délais. Donc ça veut dire ici, au niveau de... Ok. Tu peux me lire ça. Je vais vous donner la pile. L'évaluation. Oh oui, là. L'évaluation et la sélection des fournisseurs. L'évaluation des fournisseurs permet de collecter les informations sur les fournisseurs, prix, délai, qualité, disponibilité, etc. Ok, dis-moi les qualités dont on a besoin pour pouvoir sélectionner un bon fournisseur. Le prix, Les délais, les délais, la qualité, la la disponibilité. Alors là, on ne choisit pas un fournisseur parce que il a un bon produit, mais est-ce que le prix qu'il nous donne nous convient? Donc il faut connaître d'abord le prix que le fournisseur applique. Après ça, il y a le délai. La disponibilité, c'est quoi? Vas-y, les photos. Quand on dit un fournisseur doit être disponible. Vous savez pas. Disponibilité, c'est quoi? Ça veut dire que. Oui. Ça veut dire qu'au cas où. On dit que tu es disponible, c'est quoi? Oui, ça veut dire qu'au cas où les produits de l'entreprise finissent, le fournisseur doit être capable de l'approvisionner au même moment. À tout moment. J'en ai besoin. Il faudrait que je trouve le besoin chez toi. Donc, c'est la disponibilité. Donc, ici, en approvisionnement de sorte, il y a des qualités du fournisseur. Et à ce niveau, l'entreprise qui doit choisir son fournisseur a une grille de lecture qu'elle fait pour pouvoir choisir le meilleur fournisseur. On va voir les prix des autres fournisseurs, leur disponibilité, la qualité de leurs produits, le délai. Parce qu'en principe, qui livre? Le fournisseur qui livre. C'est l'entreprise qui va chercher, qui peut sur le fournisseur qui vient livrer. C'est le fournisseur qui vient livrer. Alors là, si le fournisseur n'a pas de logistique adéquate, est-ce qu'il va livrer à temps? Quand vous allez à Silla et Frères, entreprise de distribution de riz et de céréales, les camions qu'ils ont là, c'est pour qui? On met là sur quoi? Silla et Frères. Quand vous prenez Carré d'Or, distributeur, il est aussi fournisseur quelque part. Mais sur ces camions, on met quoi? Carré d'Or. Donc, c'est lui qui fixe le prix. Je vous ai dit hier que le fournisseur est en même temps distributeur. Et ici, comme on l'a dit là, hier, le fournisseur ou bien le distributeur a ce qu'on a dit
a une même mise sur les prix que le producteur lui donne. C'est lui qui fixe les prix au producteur. Parce que c'est lui qui connaît le marché. Donc ici, c'est un client ou bien c'est un marché aval. On ne le définit pas comme marché client ici, on le définit comme marché de besoin. Là, c'est nous qui allons faire des achats vers lui. On est d'accord? Quand vous êtes dans une localité, vous avez besoin d'un produit et que ce produit ne se trouve pas à côté de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ailleurs. Mais quand vous arrivez, qu'est-ce que vous conseillez à votre marchand? De faire venir certains produits parce que la population en a besoin. Donc, tout ce système constitue un marché qui gravite autour de l'entreprise. Dans le marché en amont et le marché en aval. Ça va? On peut continuer? Ah, c'est gestion du stock. Allons-y. Les différentes étapes du marché. Un marché est ouvert, aucune marque ne domine, c'est-à-dire qu'aucune marque n'occupe une position concurrentielle dominante. Toutes les marques ont donc les mêmes chances de se développer sur le marché. Alors là, quand on parle de marché ouvert, qui peut me donner l'exemple de marché ouvert en niveau? Où il n'y a pas de position dominante, où les entreprises concurrentes gèrent le marché de manière égale. La distribution, oui, la distribution. Qui donne encore? Quel autre secteur? Au niveau de l'électricité, est-ce qu'on peut parler de marché ouvert? Le marché est comment? Fermé. Oui. Je suis une question concernant la distribution. Je voudrais savoir, dans le cadre de l'alimentation comme ça, Dans le cas de? le produit alimentaire, Oui. quand il lève des produits, est-ce que le client, il y a des clients, il faut avoir des comme ça, il faut être agrément l'état avec ses clients, il y a des univers, même particuliers comme ça, peut s'éviter pour être directement client de l'univers. Non, n'importe qui, celui qui était le statut de commerçant. Parce qu'avant d'être commerçant, il faut faire une déclaration au niveau des choses, comment on appelle ça là, du tribunal, et puis avoir, comment on appelle ça là, un registre de commerce, c'est quoi? Et quoi? Registre de commerce? Et un compte quoi? Un compte contribuable. À ce moment-là, c'est seulement maintenant ta capacité financière. Tu vas maintenant négocier un contrat avec Unilever pour qu'il puisse te fournir en gros. Mais Unilever à son niveau, tu ne vas pas aller chez Unilever et puis tu vas lui demander de te vendre 2 sacs de quoi? Comment je peux appeler ça? Ou bien 2 cartons de savon? Non. Unilever ne traite pas comme ça. Unilever traite directement avec les grossistes qui ont une capacité financière. Quand ils viennent là, c'est par tonne qui demande. Mais toi, en tant qu'individu, tu ne vas pas rentrer à Unilever et te demander un savon de Maximus ou bien de BF. Ils ne vont même pas t'en donner. Parce que eux, ce n'est pas comme ça. Ils vendent aux grossistes. Alors là, le grossiste, il prend le prix de gros. Et sur ce prix de gros là, il va ajouter sa marge bénéficiaire. Alors là, si tu as créé ton entreprise, ou bien si tu te dis commerçant, que tu sens que tu as la capacité d'aller commander en gros, libre ou à quoi? Il n'y a pas de restriction ou bien de barrière. Il suffit seulement que tu sois financièrement au point. Oui. Je concernant aussi l'emballage. Oui. Est-ce que un commerçant, un distributeur peut appuyer le produit qu'il prend sur le Oui, on a dit ça hier, on a encore le cas de Carré d'Or. Carré d'Or, ce n'est pas lui qui fabrique les riz thaïlandais qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais c'est Carré d'Or qui appose sa marque là-dessus en disant on ça, riz, la rizière de côte, et puis il donne l'emballage. Mais quand le riz vient, en principe même, le riz vient en vrac. Mais comme ils ont des contrats avec certains pays européens là-bas directement, on met le riz sous l'appellation rizière avec le paquetage qu'on a vu le conditionnement. Mais comme je l'ai dit, tu ne vas pas aller en Thaïlande, tu ne vas pas aller dans d'autres pays où le riz est fabriqué, et puis tu vas demander, je viens de la Côte d'Ivoire, on m'a dit que le riz que je mangeais là-bas était un pays, un riz thaïlandais, je cherche la rizière, ça n'existe pas.
peut-être au niveau de la CEDEAO, où Carédor est un peu distribué, c'est là que tu vas trouver la richesse. Tu ne vas pas trouver comme ça aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc ici, on va parler maintenant de la politique de marque distributeur. L'entreprise te demande de produire pour elle, et puis elle maintenant, elle met son nom ou bien sa marque. C'est vrai qu'il va s'occuper maintenant du conditionnement. Il n'y a pas riz maman. Il n'y a jamais eu riz du Nord. Depuis quand on fabrique riz du Nord, une va fabriquer riz. Depuis quand Unilever est productrice de riz. Mais grâce à l'évolution du chiffre d'affaires des carrés d'or, Unilever voit que ces parts de marché sont en train de diminuer. Alors là, il faut profiter d'un secteur qui est aussi concurrentiel, le riz. Alors là, Unilever fait sortir un riz qu'on appelle Dinor. Pour faire une conformité Dinor et riz, Dinor huile. À savoir si on n'aura pas bientôt tomate Dinor. Alors, ça va? Un marché est fermé. Un ou deux marques dominent le marché. Tendance de monopole ou d'oligopole. Il est impossible aux autres marques de s'y développer. Ok, au niveau du marché fermé, ce n'est pas un marché de monopole. On est d'accord? Mais sur ce marché, il y a deux personnes seulement qui gèrent ce marché. Et ça, ils bénéficient de ce qu'on appelle d'une loi étatique. Je prends l'exemple un peu funeste ou bien un peu funèbre. Quand on prend Ivocep. Pourquoi on dit Ivocep? Après ça, on devait dire Ivocep. Puisque le Z entre deux voyelles, ça se dit Z. Mais pourquoi on dit Sep? Parce que c'est un sigle. Parce que c'est un sigle. Est-ce que vous voyez un peu? Ivoirien de sépulture, c'est un sigle. Or, ce n'était pas un sigle, c'était un nom. Sans sigle, on dirait Ivocep. Ivocep, en principe, c'est Ivocep qui a le droit, disons même l'autorité de l'enlèvement, l'entretien de tout ce qui est mort à Côte d'Ivoire. Ça à lui seul, l'État a donné l'agrément. Vous ne pouvez pas être aussi riche que ce soit pour venir créer une entreprise de pompes funèbres. Il faut d'abord demander à Ivocep pour qu'Ivocep te concède une partie des pouvoirs qu'on lui a légués. Donc ça veut dire quoi? Tous les pompes funèbres que nous avons, on parle quand même à Niama, même à Yopougon, au sud de Yopougon, c'est Ivocep qui est là. Si bien que quand vous allez payer souvent un cercueil ailleurs, sans l'autorisation d'Ivocep, ce cercueil-là ne rentre pas, votre corps va rester là. Oui. Mais quand ils imposent le secret, ça arrive d'ailleurs que dans les régions. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, ce marché-là, c'est un marché de monopole. On va voir un marché de monopole où Ivocep va céder une partie de son pouvoir à des sociétés qu'on appelle des sociétés de quoi? De sous-traitance. Mais qui travaillent sous l'autorité de Ivocep. Donc là, c'est un marché fermé. Il est le seul, mais il donne une partie de ses pouvoirs à quelque chose, mais qui travaille sous son autorité. Donc, oui. Une question. Est-ce que les prix, bon, je ne sais pas, les prix d'entretien, tout ça, ce sont les mêmes appliqués dans les sous-traitances que. Non. Parce qu'en principe, il y a, comme on peut le dire, bon, c'est un sujet un peu morbide, on va parler On va parler de choses. Oui. Mais pourquoi l'État L'État lui a concédé ça. Donc pourquoi l'État ne sait pas quel mot de lui arracher ce. Non, de partager dans l'autre. Ou bien qu'on appelle de privatiser ou bien de libéraliser le secteur. De libéraliser le secteur. Mais l'État c'est qui? L'État, c'est quoi ça? C'est le président. Mais est-ce que tu sais que celui qui a créé le président, lui vient? Il y a plusieurs États qui ont succédé.
Donc, il ne peut pas avoir le monopole sur tous les états de la société. On appelle ça des contrats. Les contrats d'intérêt. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Voilà. Mais c'est une personne qui est forte. Il dit c'est lui seul qui a le droit. Il a sa règle, il dit tu peux pas, c'est tout. On lui a donné. Et ce avant même l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, on lui a concédé ce truc. Avant c'était lui seul qui faisait ça. Donc on a cassé ça. Donc voici le milieu où on dit le marché est fermé. Quand on prend, oui. Dans le cas de marché fermé, est-ce qu'on peut parler de la communication? Non. Au niveau de Orange, ce n'est pas un marché fermé, c'est un marché, on peut dire, presque ouvert. Parce que les gens se font, c'est vrai, les gens se font la guerre, ça c'est clair. Parce que le marketing, c'est la guerre. Orange fait ses stratégies, Move fait ses stratégies, MTF fait ses stratégies. Mais, on dirait que, ça vient de poser la question, les trois là s'arrangent pour ne pas qu'il y ait un quatrième opérateur. Parce que mieux vaut être trois en gel que de laisser un quatrième venir ou un cinquième venir. Non, ils sont nés. On les a vus. Mais on ne veut même pas même qu'ils naissent même. Alors là, les trois, ils gèrent les choses. Donc, ça s'apparente un peu à un marché fermé. Mais le marché fermé dans lequel Orange est plus fort. Mais Orange est fort parce que Orange est fort de ses attributs. Parce que tous les réseaux de communication, que ce soit avant qui était Côte d'Ivoire Télécom, Orange l'a racheté. Donc ça veut dire quand vous émettez un appel de MTN à MTN, ça transite d'abord sur le réseau d'Orange qui rétise. On appelle ça, ça redevance, et puis il envoie ça à MTN. C'est comme ça. Parce que tous les réseaux souterrains, tous les réseaux qu'on a ici, tout passe. Avant qu'il y ait sans fil d'abord, il faudrait qu'il y ait une connexion d'abord souterraine. Donc, Orange prend sa cote-part. Donc, c'est normal qu'Orange soit plus fort que les autres. Mais monsieur, oui. Ce Orange prend sa cote-part. C'est que peut-être Orange a un peu associé aux autres de signer un accord. C'est une obligation parce que c'est comme, je prends un exemple de bail. Ça va? Ou bien tu es en sous-location. Moi, je prends une maison de 4 pièces, on est d'accord? Je suis sur l'état, puis bon, je mets les 2 autres pièces en sous-location. Je paie la maison à 70 000. Et moi, je te fais payer ça à 50 000. Quand ils vont dire, moi, je dis donc, c'est 70 000. Ça, c'est entre toi et moi. Mais le contrat entre moi et puis le propriétaire, tu n'as pas à aller devant le propriétaire pour lui mettre 50 000. C'est nul et de nul effet. On ne te connaît même pas. Donc, forcément, tu dois passer par moi. Donc, avant, il y avait Côte d'Ivoire Télécom. Quand on n'était pas dans le réseau sans fil. Est-ce que vous voyez un peu? Téléphone fixe. Ou ça, c'était Côte d'Ivoire Télécom. Mais alors, le groupe Bouygues a acheté Côte d'Ivoire Télécom, qui a été privatisé en même temps que ECI. Soléci. Alors là, ils sont propriétaires de tout le matériel de communication en Côte d'Ivoire. Alors là, comme nous étions dans un système de libéralisation, si tu veux bien venir faire une société de téléphonie mobile, d'accord, voici nos conditions. Il y a des gens qui font un loyer, comment on appelle ça, à 50 000, et puis on te dit 5 mois de caution, 5 mois d'avance. Si tu veux habiter là, voici les conditions. Il y en a qui font 2 mois. Mais avec Orange, voici les conditions qu'on a imposées à MTN, à Move et les autres sociétés qui sont parties avant. Orange n'a jamais diminué ses tarifs d'appel. Les autres le font parce que c'est une politique de pénétration pour pouvoir avoir plus de marché. Mais ils vendent d'appel, mais ce qu'ils vont récupérer plus tard. Parce que vous avez vu un peu dans le temps où la communication était à bas prix, 10 francs, 25, mais après les gens augmentent. On récupère ce qu'on a perdu. Pourquoi? Pour avoir plus de clients. Donc, les gens ne peuvent pas se comparer à Orange.
Ça va? Allons-y, s'il n'y a pas de questions. Oligopole. Oui, c'est ça, non? Un marché fragmenté. Un marché fragmenté, de nombreuses marques se partagent le marché. Et aussi, oligopole se dit d'un marché sur lequel se trouve un nombre très faible d'offreurs, en parenthèse vendeurs, et un nombre important de demandeurs clients. On parle aussi de marché oligopolistique. Par exemple, la téléphonie mobile en France pour 3 offreurs, SFR, Orange, Bouygues, Free, offrent leur service à des millions de demandeurs clients. Donc ici, cette situation de oligopole-là se situe ici en Côte d'Ivoire. En France, c'est 3 sociétés de téléphonie mobile. En Côte d'Ivoire, c'est 3 sociétés. Mais en France, je ne peux pas dire que c'est légalisé, mais c'est verrouillé. Mais en Côte d'Ivoire, les gens, les 3 sociétés mobiles cherchent à verrouiller le secteur pour qu'ils soient les 3 opérateurs mobiles. Allons-y. Donc, ce que nous voyons aussi là, ce sont les différents types, pas les différents types de marchés, les états du marché. On peut être dans un marché ouvert. Ce qui veut dire quoi? Avant d'aller créer une entreprise dans un pays, il faut connaître l'état du marché. Est-il un marché fermé, un marché ouvert, un marché oligopole, ou bien où il y a un monopole? Tout ça, il faut savoir d'abord. On ne se lève pas pour créer une entreprise, ou bien pour dire, bon, ça c'était, comment on appelle ça, l'apanage des Ivoiriens. Quand elle crée une cabine téléphonique, ça marche. 2 jours après, il y a l'autre qui vient s'asseoir. Je ne cherche pas à savoir comment il fait pour que lui marche. Vous mettez une cabine téléphonique là, au bout de 6 mois, vous allez avoir au moins 20 cabines téléphoniques. Vous créez un petit aérodrome là, ça commence à marcher. Au bout de 1 mois, 2 mois, il y a au moins 10 femmes. Je ne cherche pas à savoir celle qui est venue là, comment ça se fait. Et puis après, c'est pour accuser l'autre. Non, lui il fait médicament, il allait voir tel marabout. Non, il n'y a pas de maraboutage ici. Il faut savoir sur quel type de marché je vais. En fonction de ça, je vais avec mes moyens et je vais aussi avec aussi mes forces et mes faiblesses. Tu te lèves un matin, tu vas sur un marché, ça ne marche pas. C'est comme les pays de la sous-région. On va prendre le Niger, on va prendre le Mali. Mais un produit peut bien marcher au Niger, mais ça ne va pas marcher en Côte d'Ivoire. Ou bien vous avez un produit qui marche bien en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas forcément que ce produit-là marche au Burkina, au Mali, au Niger. Parce que ces peuples-là aussi ont leur culture, ont leur façon de voir les choses. Alors là, je pense que c'est parce que nous sommes dans le même groupe de la CEDEAO que parce que ça marche en Côte d'Ivoire, forcément ça doit marcher. Au Ghana, au Niger, non. Alors là, il faut faire une étude d'abord. C'est tout ça qu'on appelle étude du marché. Connaître quel état de marché dans lequel nous voulons nous aventurer. Vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire et puis demander à créer une société d'électricité. L'État leur a concédé ça encore, leur contrat fini en 2035. Dernièrement, quand les habitants des Yamsobo des villes de l'intérieur ont commencé à casser les choses qu'on appelle les bureaux de la CI. La CI, c'est ça, non? Mais c'est CIE. Qu'est-ce que cette population-là demandait à la CI? Les factures étaient énormes. Et puis il n'y avait pas d'explication adéquate. Alors là, pour calmer, pour apaiser la population, qu'est-ce que le président a dit? Le président avait dit quoi en ce temps? Que la population se calme, que bientôt le marché sera ouvert à plusieurs opérateurs pour qu'il y ait plusieurs distributeurs d'électricité. Faux. C'est une communication de crise. On vous ment pour vous apaiser. Or, on sait bien que le contrat, au moment où l'ancien président était là, le contrat était fini en 2003 ou en 2004. Puisque le contrat entre la CIE et la Côte d'Ivoire, c'est depuis 1990 que le groupe Bouygues a pris ECI. Donc le contrat finissait en 2004-2005.
Mais avec l'ancien président, ils ont reconduit ça encore en 2035. Alors là, aujourd'hui, tu ne peux pas venir et puis dire non, tu vas leur arracher ce monopole-là. Il faut attendre d'abord que 2035 arrive pour qu'on négocie encore un autre partenariat. Donc jusqu'à ce que 2035 arrive, il n'y aura pas d'autres sociétés de distribution d'électricité à Côte d'Ivoire à part CIE. C'est quoi? Ça peut fâcher. Allons-y. Donc après oligopole, on a monopole. Ça va? Non, oligopole. Oui, oligopole, c'est ça. C'est un marché sur lequel il y a un petit nombre de demandeurs ou un grand nombre d'offreurs. C'est une situation asymétrique de celle d'oligopole. Par exemple, les grandes centrales de distribution qui disposent de centrales d'achat se trouvent face à leurs nombreux fournisseurs industriels ou agricoles. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on appelle une centrale d'achat? Donne-moi deux groupes poubelles, un ou deux centrales d'achat que vous connaissez, oui. Carrefour? Non, Carrefour c'est une enseigne, Carrefour c'est un supermarché. C'est d'abord une centrale d'achat. C'est la bonne question. De répondre comme tu répondais. Non, c'est centre d'achat. Il y a le groupe Prosuma. Il y a le groupe Prosuma. Ce sont des grands groupes qui s'installent et ce sont eux-mêmes qui gèrent le marché. Quand vous prenez le groupe Prosuma, ses succursales sont Sococé, Leader Price, Cash, Capsule. Mais c'est la même société mais qui donne différents noms. On prend encore le groupe, comment on appelle ça, CDCI, Centrale d'achat. Mais CDCI a commencé avec ses propres magasins CDCI, mais dans ces jours, on voit des petits supermarchés comme les discounts un peu partout, mais ils sont gérés par CDCI. Donc les centrales d'achat, ce sont des grossistes vraiment qui vont prendre tout chez le producteur et là, le demi-grossiste ou souvent même le grossiste vient prendre avec eux. À part Prosuma, on avait un autre ici. On peut voir ici, mais comme ici c'est un peu traditionnel, mais il commence à se moderniser, le groupe Silla et Frères, centrale d'achat. En matière de riz, c'est la première centrale d'achat, riz, céréales. Donc ce sont des grossistes, en tout cas qui sont super puissants. Donc à ce niveau, vous allez voir, ce sont des grossistes qui s'attendent, il y a peu de demandeurs, mais il y a beaucoup de frères. Ici, dans le cas de oligopole, on dit qu'il y a beaucoup de demandeurs, mais peu de frères. On est d'accord? Est-ce que je ne suis pas tombé? C'est le marché où il y a un petit nombre de demandeurs, ouais, et un grand nombre de frères. Alors là, ils vont se mettre en petits groupes. Ce sont eux qui vont demander aux producteurs. Les producteurs, c'est qui? Ce sont les entreprises qui produisent. Qui sont alors aux frères, mais eux, ils sont demandeurs. Alors là, ils ne sont pas assez sur le groupe là. Alors là, ils ont le pouvoir d'imposer les déshydratants aux producteurs. Parce que tu ne peux pas les sauter pour venir directement vendre aux clients directs. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu ne peux pas aller à 19h et puis demander qu'on te donne 2 morceaux de BF. Ils ne vont même pas te regarder même. Ça va? Allons-y. Le monopole. Il n'y a qu'un offreur, vendeur ou producteur. Par exemple, Microsoft pour les PC est en situation de quasi-monopole parce qu'il domine très largement le marché. Autre exemple, avant leur privatisation imposée par l'Union européenne, les services publics. Les services publics. Ça va? En quoi un service public a un caractère de monopole? Qu'est-ce que c'est un service public? On peut parler de service public, fonction publique. Mais il y a des services qui étaient vraiment services publics où c'est eux seuls qui devaient rendre ce service-là. On est d'accord?
Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, avant, la télévision commence, là on était tout petit, la télévision commence à 10h30, 11h45. On fait midi première, papa, vous regardez le jeu, comment on appelle, tempo, après vous regardez le journal de 13h, paf, il n'y a plus d'émission, jusqu'à 17h, où on fait nouvelle du pays. Nouvelle du pays, après nouvelle du pays, prends des petits, un petit film là. Faisons 19h, 20h, 20h30, 23h, c'est fini. Jusqu'à demain, 10h45. Il n'y a rien. Ça dit vide, blanc. Donc, il n'y avait pas de télé en continu. Mais aujourd'hui, RTI, quel est leur slogan même? Pas des services publics là. Mais c'est la chaîne qui rassemble. Non, j'ai un slogan, mais quoi? J'oublie leur slogan. RTI est là pour servir. En tout cas, mais aujourd'hui, remarquez, qu'est-ce que RTI fait? RTI a commencé à faire un programme en non continu lorsque Canal est venu s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un concurrent direct, mais aussi indirect. Parce qu'avec Canal, on payait. Or, avec RTI, on ne payait pas. Et c'est quand Canal est venu maintenant que la RTI a demandé que la population participe à quoi? À travers les redevances sur les factures. Ils sont passés aujourd'hui à 2000 francs. Ils sont passés aujourd'hui à 2000 francs. Aujourd'hui encore, RTI est poussé parce que le monde de la communication est libéralisé. On n'est plus dans un monde de pensée unique. Donner la liberté à chacun de s'exprimer. Alors on demande au niveau mondial que les gens libèrent l'espace audio. Et il y a des télé, chaînes privées qui arrivent. Il y a même un canal qui vient, qui bouscule la hiérarchie. On demande à ce que les entreprises privées viennent s'installer. Alors la Côte d'Ivoire, à travers la RTI, demande à ces entreprises-là, à part Canal, celui qui veut ouvrir une chaîne de télé en Côte d'Ivoire doit payer 300 millions de caution. On dit c'est pas grave, mais on peut. RTI dit attendez un peu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on voit aujourd'hui la création de TNT avec les chaînes. Mais ceux-là ont payé des cautions à l'État. Quand vous voyez Live TV, toutes ces télés-là, Al-Bayad, ce qu'on voit, ont payé des cautions à l'État. Les gens ne pensaient pas qu'il n'y a pas de milliards, je ne parle pas de millions. Je parle de milliards, je ne parle pas de millions. En France, c'est pas. C'est pas qu'il y a des gens ici là qui ont dans le travail, ils ont ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas ça. Je veux dire que, en fait, tu viens de donner 300 milliards par ça. Et puis l'État dit il n'a pas l'argent pour construire. C'est un peu de les 300 milliards, ça rentre dans la poche de qui? Quand il y a la traçabilité, on est d'accord. Tous les 300 milliards, toutes ces chaînes ont payé. Mais on te dit par exemple de payer par 30. Regardez par exemple au niveau de choses, comment on appelle. Bien que Orange, Move et MTN payent leurs impôts, mais l'utilisation des fréquences que l'autorité de régulation leur donne à RTC, chaque année, il y a un taux qui doit être versé à l'État à travers AMTC. C'est ce taux-là que, comment on appelle, Comium et puis, comment on appelle, Move n'ont pas eu l'argent pour payer et puis on a fermé. Ce n'est pas 100 millions. Quand Comium partait, Comium devait à l'État 150 milliards. Qui doit payer chaque année pour qu'on te donne la fréquence 0,7. Tout ce qui est orange, pour qu'on te donne les fréquences MTN 06, pour qu'on te donne les fréquences Move 03, 01, tout ça. On paye ça à l'autorité de régulation. Donc c'est l'argent qui rentre dans la caisse. Mais après ça, il faut payer l'impôt. Mais au niveau de la RTI, service public, aujourd'hui est confronté à une concurrence sauvage. Aujourd'hui, on a combien de personnes regardent la RTI du matin jusqu'au soir? Ce que moi je ne comprends pas, les 2000 fois que tu payes là, c'est pourquoi? Le 2 fois que tu payes là, c'est parce que tu regardes la télé.
Ce qui est sûr, non, c'est que dans l'année, tu regardes quand même une fois. Donc, toi, tu prends 2000. Hein? Alors, donc, il faut payer 2000. Tu as quand même le journal, non? Donc, il faut payer 2000. Mais là, si toi, tu n'as pas besoin de nos films, là, c'est pas grave. Mais il faut payer nos 2000. Parce que quoi? Quand tu vas sur le canal, tu payes 5000 au plus bas mot. Le plus bas mot, c'est 5000. Il y a d'autres promotions qui pas promotion. Il y a d'autres choses off qui vont jusqu'à 10 000, 21 000, tout ça. Maintenant, on te demande de nous payer 2 000 pour que tu regardes ce que tu n'as pas envie de regarder. C'est quelque chose que tu payes. Est-ce que vous voyez le fruit? Je sais actuellement, comment dirais-je, un pays est à la canal quand tu n'es pas abonné au la dimension. Oui, mais elle est obligée parce que aujourd'hui, par exemple à Abidjan, quand tu n'as pas une bonne antenne, tu ne peux pas recevoir RTI. Tu dois regarder RTI, il faut passer par le bouquet, le canal. Et quand ton abonnement est fini, en fait, quand ton abonnement est fini même, ce sont les chaînes de canal que tu ne dois pas regarder. Normalement, elle peut passer. Mais en principe, elle devait passer. Ce qui veut dire que RTI a signé un contrat avec Canal. En plus qu'ils nous prennent 2 000 francs, les 5 000 francs, les 10 000 francs, les 15 000 francs que nous payons à Canal, Canal leur reverse une cote part. Il faut avoir des sources de revenus. Donc, dans le monde du business, il faut savoir où je peux perdre et où je peux récupérer. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas, d'abord dans cette époque, quand vous avez votre télé, que vous n'avez une bonne antenne, vous ne recevez pas un télé. Mais dans d'autres, forcément, il faudrait que vous soyez connectés au bouquet canal. Quand vous voyez aujourd'hui toutes les chaînes, un peu, nous sommes sur le bouquet, nous sommes sur le bouquet, c'est vrai, c'est une bonne image. Mais en retour, il y a les droits d'image qu'on donne à la RTI. Et c'est ça à RTI. Bien que l'État subventionne, mais la RTI vit des subventions et aussi de la publicité. Or, ces chaînes qui sont en train d'être créées vont diminuer la part de marché en matière de budget publicitaire de la RTI. Parce que personne ne regarde RTI. Alors si moi je dois émettre une publicité, je vais vers l'audimat ou bien la chaîne qui est la plus regardée. Là, je peux atteindre ma cible. Mais si on ne regarde pas RTI et que je passe une publicité là-bas, le feedback, le retour, zéro. Je fais ta page publicitaire, mais le retour, personne n'achète mon produit. Alors là, je vais laisser RTI et puis je vais me tourner vers les chaînes. Il y a des sociétés ivoiriennes même qui font leur publicité sur Canal. Sur les autres chaînes du Canal. Parce que c'est la chaîne, quand tu regardes la chaîne, c'est le bouquet que le plus regardé. Au moins, en faisant passer sur 2 ou bien 3 chaînes de Canal, sur la classe, au moins, je sais qu'au moins, sur les 10, il y a au moins 4 au moins qui vont voir l'occasion de voir. C'est l'occasion de ne pas rater. Au moins, s'il a vu. On avait parlé ici de quoi? Publicité informatique. Il a vu, il connaît. On va essayer de lui rappeler. Et ensuite, ça devient maintenant un réflexe pour lui. Il a vu une fois, un jour, il va dans un magasin, il voit ça, il prend. Donc, il commence à perdre maintenant son budget publicitaire où partout les gens font la publicité. Regardez aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire, il y a combien de radios? Et combien de personnes écoutent Radio Côte d'Ivoire? Avant, c'était la pensée unique. Hein? C'est la radio au moins qui faisait 24 heures sur 24 avec l'arrivée de fréquence 2. Sinon, avant fréquence 2, à partir de 23 heures minuit, on chante salut au terre et puis c'est fini. Il faut dormir. Mais aujourd'hui, il y a nostalgie qui est venue bousculer tout. Et quand vous voyez les émissions de ces radios-là, vous voyez que les émissions se ressemblent. Il n'y a rien de honte à tricher ce que l'autre fait. Parce que lui, il prend ça pour gagner de l'argent. Alors là, quand vous voyez les émissions de nostalgie, on triche ça aussi. Il y a l'émission de show, Vibe Radio. Toutes ces émissions-là, on fait un peu dans la même veine. Rien que pour avoir plus de clients. Plus on écoute la radio, plus l'annonceur qui est l'entreprise va faire passer ses publicités chez toi. Parce qu'au moins, chez toi, on va écouter le message, on va voir au moins la publicité que je fais passer. Et comme la publicité coûte cher, alors là,
c'est la source de revenu principal de toutes les radios commerciales. Nostalgie n'a pas autre source de revenu si ce n'est pas la publicité. Et passer une publicité à Nostalgie coûte cher qu'une publicité passée à RTI Côte d'Ivoire, sur Radio Côte d'Ivoire. Parce que presque dans le temps, dans les années, Nostalgie est né à quelle année? Non, 2007. 94, 93 par là. Et tout Abidjan était connecté. C'est grâce à Nostalgie aujourd'hui que tout le monde connaît Saint-Valentin. Sinon, nous avant, ça connaît Saint-Valentin. C'est Nostalgie qui a changé nos comportements. En incluant dans le comportement ivoirien cette histoire de Saint-Valentin. Avant, nous on a fini 30e. C'est fini. On attend encore Pâques. Mais aujourd'hui, Nostalgie, grâce à l'évolution du monde médiatique, Nostalgie est écoutée à l'intérieur. Sinon, avant, on leur a donné Abidjan seulement. Vous avez compris? Allons-y, on continue. Mon option désigne un marché sur lequel il n'y a qu'un seul demandeur qui se trouve face à un grand nombre d'offreurs. C'est une situation asymétrique à celle de monopole. Par exemple, le marché du gaz en Europe, où les principaux fournisseurs, Norvège, Russie et Algérie, ont quasiment pour seul débouché l'Union européenne. Par exemple, on trouve également la même situation dans le domaine des composants industriels. Donc ici, dans cette situation, vous êtes le seul demandeur. Vous êtes d'accord? Et il y a plusieurs offreurs. Alors là, ici, nous en tant qu'individus, quel serait notre comportement? On impose, je suis seul. Donc, comme on le dit, j'impose mes prix. Voici le problème ici au niveau des pays, comment on appelle, des pays africains. Quand on parle ici d'élaboration des termes de l'échange, on produit du cacao, on produit la matière première. Mais quel pays, mais quels sont les pays qui consomment ces produits-là réellement? On n'a pas de grandes industries ici, on ne fait pas de la sidérurgie ici. Quand vous prenez, comment on appelle, le Niger produit quoi comme matière première? L'uranium. C'est quel pays africain qui produit bombe atomique? Nous, ça n'est pas assez à quoi. Mais c'est eux ceux qui produisent. Il y a plusieurs pays, mais il y a un seul pays qui prend. Alors là, ceux-là sont obligés de nous imposer les prix. On fabrique, on produit, pardon, le café, le cacao. Mais combien de personnes boivent le café le matin avant de venir? Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc ils sont obligés de nous imposer leur prix. Matin, le gars, si il a eu son placali, il est tranquille. Café, ça va. En tout cas, ce n'est pas dans nos habitudes. Peut-être que c'est maintenant en train de changer. Et l'État essaie de changer un peu le comportement, les habitudes des gens. Souvent, on voit l'Ivoirien, café matin. C'est pour les Blancs. Ils sont venus coucher, il est tranquille. Même matin, bonheur, la main, ils sont foutus, couchés, tranquille. C'est jusqu'à 14h, il va reprendre encore. Alors, c'est que les gens oublient, c'est que le café est quoi? Est un apéritif. Si tu sais que tu n'as pas d'argent pour manger à midi, je t'en prie de ne pas boire café à 7 heures. Parce que ça va creuser ton ventre pour prêter, disons, à prêter l'estomac à manger à midi. Mais tu sais que le midi là c'est zéro. Et puis tu te plais, tu bois le café, tu fais comme les autres. Non! À midi tu vas souffrir. Or, lui qui a bu le café à matin, il sait qu'à midi, il a quelque chose pour mettre dans le ventre. Donc, c'est une question d'habitude. Ici, il fait chaud. Le même café que nous produisons ici, mais quand il va ailleurs, il y a plusieurs degrés de café. Le chocolat qu'on nous apporte ici, souvent quand ils disent, les gens disent non, je parle pas mal. Ce sont les déchets du cacao. Parce qu'on ne peut pas souffrir le vrai cacao, le vrai chocolat. Quand les gens ne peuvent pas souffrir, c'est au niveau du nombre. On va prendre 100 personnes, et puis il y a 10 qui
paye le chocolat, mais attends, nous on cherche l'argent. Au moins sur les 100 personnes, s'il y a 90 qui peuvent s'acheter ça, alors là, on va leur offrir le meilleur du chocolat qui soit, parce que le prix aussi en vaut la chandelle. Mais comme il faut qu'on goûte le chocolat aussi, on fait le chocolat adapté à notre pouvoir d'achat. Et chacun se plaît de dire un jour j'ai mangé chocolat, n'a pas mangé chocolat. Même le thon. Le thon, la Côte d'Ivoire est le premier port thonier en Afrique. Je parle en Afrique de l'Ouest. Mais ce thon-là, il est transformé ici en Côte d'Ivoire et puis il va directement en Europe. En face du CHU de Treichville, boulevard de Marseille, après la piscine. C'est là-bas on fait le thon. Quand on peint, on boit. Quand on finit d'être, on ne vend pas ici. Ça va directement en Europe. Parce qu'il coûte cher. Ce que nous prenons ici et puis on met une gaba là, c'est les déchets de thon qu'on nous donne. Ils ont fini de choisir. Ils ont fini de prendre les bonbons là. Ce qui ne donne pas eux. Dans les normes de consommation, on laisse. Donc, tout dépend aussi de ce que. Donc, quand il y a un seul demandeur et il y a plusieurs offreurs, le demandeur impose sa loi. S'il dit n'achète pas, personne d'autre n'achètera. Or, toi, c'est de ça que tu vis. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies avec lui. Donc, lui, maintenant, il impose son prix. Sinon, après, c'est le vendeur dans le commerce libéral. Il y a une négociation entre le vendeur et l'acheteur. Et le vendeur impose son prix. Quand ça ne l'arrange pas, il dit non, ça ne m'arrange pas. Mais quand le vendeur dit que ça ne l'arrange pas, c'est parce qu'il sait que si toi, tu n'as pas payé, il y a un qui viendra payer. Mais tu es le seul acheteur qui soit. Il fait comment? Il est obligé de s'allier sur toi, ton prix que tu lui as donné. Ok, on peut continuer. Duopole. Deux vendeurs, entreprises offrant un même produit ou service, occupent le marché. Par exemple, Microsoft, PC et Apple et Mac. Autre exemple, Airbus et Boeing. Au niveau de Airbus et Boeing, ils sont dans quel domaine? De l'aviation. Ce sont les deux aviateurs, comme on peut dire, constructeurs au niveau de l'aviation. Donc, si ce n'est pas Boeing, c'est Airbus. Tous les avions qu'on voit, tout ça, si ce n'est pas Boeing, c'est Airbus. Donc, ils font, comment on appelle? Ils imposent leur prix. Mais s'il y avait plusieurs constructeurs, on allait négocier. Donc, il y a des marchés comme ça. Parce que ce genre de marché qu'on appelle le marché de l'aviation ne construit pas un avion aussi qui veut. C'est vrai, il y a des moyens qu'il faut mettre, de la technologie qu'il faut mettre. Mais si toi, un ou deux de tes avions a fait au moins 2 ou 3 crashs, ben, ce que tu vas payer comme amende aux personnes que tu as accueillies là, tu fais un petit. Il y avait un troisième qui était venu, mais qui n'a pas fait long feu. Le Concorde, qui était une association de Français et de Britanniques. Ils ont créé un avion qu'on appelle le Concorde. Mais c'est 3 ou 6 modèles qu'ils ont fait. Mais 6 mois après, on a vu qu'ils ne pouvaient pas aller loin. Ils ont mis cet avion sur le territoire. Un avion qui était beau par sa forme, à le voir dans l'air, c'est un oiseau même bien fait. Bien fait. Dans le temps même, le président Oufoué avait demandé qu'on lui vende un, on dit non, non, ça là c'est pas pour vendre. On sait que tu as l'argent, mais il faut attendre. Mais après, ils ont vu que la technologie y était, les moyens y étaient, mais au niveau des crashs et au niveau des accidents, comme je peux le dire, ça ne garantissait pas vraiment la sécurité des passagers. Donc, mieux vaut ne plus construire. Donc, ceux qui sont restés, en tout cas, dans le monde, Boeing et Airbus, Boeing américain, Airbus français. Donc, ils sont dans une situation de duopole qu'on vient de voir. Ils sont 2 seulement.
personnes, deux demandeurs ou acheteurs, se trouvent face à un grand nombre de vendeurs. C'est la situation inverse du duopole. Duopole. Par exemple, en Grande-Bretagne, Mercury et British Telecom. Mercury et British Telecom, ce sont les sociétés de téléphonie mobile. C'est ce que les gens cherchent à faire ici. Les gens font tout pour éliminer un troisième opérateur, pour qu'il reste deux. Hein? Ça dit, l'enlever même. Faites tout pour que les gens restent deux. Mais c'est une guerre. Chacun va avec ses armes. Quand vous allez, il y a des entreprises dans lesquelles où vous allez travailler en tant que marketeur, c'est la pression qu'on va vous mettre. Souvent, même quand vous allez à l'entretien d'embauche, on vous demande est-ce que vous pouvez travailler sous pression? Si tu ne peux pas travailler sous pression, va-t'en. Parce que souvent, on vous demande l'impossible. Mais ce qui est bien aussi, l'impossible qu'on vous demande, vous récupérez l'autre côté à travers le salaire qui est vraiment consistant. Mais tout faire pour ne pas que l'autre puisse nous dépasser. Et au niveau de la technologie, quand elle fait sortir une nouvelle application, vous allez voir dans les 2 jours qui arrivent aussi, l'autre fait sortir. Parce que là, si moi je ne fais pas, ma clientèle ira vers la nouvelle application qui arrange. Alors là, pour maintenir ma clientèle, il faut forcément que je crée quelque chose. Sinon, si je reste statique, à ne rien faire, le client, c'est la personne la plus versatile. C'est-à-dire, tu ne réponds pas à ses besoins, il s'en va. Le père dit non, on a fait 10 ans ensemble, tu es fidèle, il s'en fout. Allons-y. Atomiser. Un marché est atomisé lorsque plusieurs marques à faible part de marché se partagent le marché. Par exemple, le marché des savons solides et liquides et les gels douche sur lesquels une douzaine de marques se partagent le marché. Se partagent le marché. Ça aussi, ça, on voit ça ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne sait même pas même il y a combien de savons liquides. Quand vous allez dans le rayon savon, dans même prenons gel simple. Avant même le gel qu'on connaissait, c'était le gel hydroalcoolique de Samadem. C'est ça on connaissait. Mais aujourd'hui, là, en tout cas, il y a gel et puis il y a gel. Si bien même on confond savon liquide et gel hydroalcoolique. Le monsieur te dit non, que ça c'est hydroalcoolique. Après, quand tu mets là, tu n'as pas besoin de laver les mains. Il dit c'est hydroalcoolique. Ah, bon. Et puis il te dit de laver les mains encore. Sinon c'est impossible. Donc les gens confondent tout. Donc à ce niveau, il y a tellement de petites structures qui sont sur le marché, si bien qu'on dit que le marché est atomisé, c'est éclaté. Après, dans ce genre de marché, il n'y a pas de réglementation sévère et stricte. Par exemple, le marché du gaz en Côte d'Ivoire, il est réglementé. Le marché de la vente de carburant, il est réglementé. Vous ne pouvez pas ouvrir une station d'essence et puis vendre le litre d'essence à 1000 francs. Non, impossible. Donc, dans ce genre de marché, il est atomisé. Alors, quand ce marché il est atomisé, il fait l'apanage de qui? Des contrebandiers, des faussaires, qui aiment le désordre pour s'infiltrer dans le mur pour pouvoir s'installer. Oui. Est-ce que le marché atomisé peut être comparé au marché ouvert aussi? Parce que ici, ils ont dit ici que toutes les marques ont donc les mêmes chances de se développer sur le marché. Non, le marché, oui, c'est vrai. Ça s'apparente, mais ce n'est pas la même chose. Le marché ouvert, c'est le marché où tout le monde peut venir vraiment y exercer. Mais en respectant certaines règles en la matière. Par exemple, on parle de société citoyenne, on est d'accord? Je ne vais pas venir là, en tant que société citoyenne, et puis mettre sur le marché un produit qui ne répond pas aux normes que l'État a fixées. Dans le marché ouvert, tout le monde a la capacité de venir s'installer, mais en respectant les règles en vigueur. Mais dans le marché atomisé, ce qui est le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de règlement strict à la vigueur. Chacun vient
il part, il s'en va. Oui. Oui, super. La concernant les donner du savon. Oui, oui. Le savon liquide, gel, c'est tout ça. Le savon là, avant d'être sur le marché, il y a un agrément créateur, le plateau du producteur. Donc, il y a des entreprises qui sont formellement constituées ou bien constitutionnellement reconnues. Donc, quand on prend un savon qui est fabriqué par Sipochi, un savon qui est fabriqué par Sivodem, liquide, qui est fabriqué par Unilever, ce sont des grandes structures. Mais dans ça, il y a des savons qui passent dans les mailles du filet de la douane, qu'on appelle ici la contrebande. Prenons par exemple, qu'est-ce qu'on entend souvent quand on écoute le journal parler, on dit la douane a saisi au moins 10 tonnes de sucre frauduleux. Mais le sucre là vient d'où? Ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire. C'est le sucre qui vient des pays voisins. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pour qu'un produit entre sur le territoire ivoirien, là, les normes douanières que le produit là doit, les marchands de ces pays doivent respecter. Mais alors là, s'il rentre sur le territoire ivoirien, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient casser le prix du sucre normal. Pour un kilo de sucre qui coûte combien en principe? 800 francs. Le kilo? Le kilo 800? J'ai le kilo. Le kilo 800. 800. Alors là, toi tu vends le kilo à 800. Alors lui, il rentre sur ton marché et puis il fait le kilo à 350. Mais attends, le client il va où là? Ceux qu'on les appelle les fossoyeurs de l'économie ivoirienne. il y a aussi ce fait-là. Il y a des entreprises fictives qui existent encore sur le territoire ivoirien qui produisent. C'est tout ça qui est fictivité là. Donc c'est vous les fraudeurs. La bébé fictive, elle fait quoi? Elle produit des produits fictifs. Et puis, on a les traitements de l'art. Et puis, elle existe comme les autres entreprises sur le terrain. Là, les savants qui sont emballés, on ne sait même pas au marché, quand on va au marché, l'intermédiaire va dire ça va 100 francs, 100 francs, 150, 50, c'est vert, c'est rouge, c'est jaune. Et tu viens et tu achètes souvent. Oui. Et ceux-là. Oui, mais c'est là que tu vas acheter. Parce que dans ta logique, tu dis non, si ce savon il est là, c'est qu'il a subi un contrôle de la part de l'État, de la boîte, de tout ça, tout l'armada pour contrôler un produit. Parce qu'un produit ne peut pas quitter le Ghana jusqu'au marché d'Adjamé. En principe, dans ta tête, c'est que s'il est là, c'est que. Mais il y a toujours des couloirs de fraude. Monsieur, les produits frauduleux là, c'est le supermarché. Oui, c'est le supermarché. Ah, ça arrive dans le supermarché. Mais je dis, c'est une mafia. Prenons l'exemple des médicaments par terre. Mais combien de luttes l'État n'a pas fait? On prend, on brûle, on les chicote, on brûle. On prend un rôti, on rase, ça revient. Mais attends, quand on parle de mafia, c'est quoi? C'est que derrière
Il y a une puissance. Oui. Monsieur, j'ai appris que même dans les pharmacies, et les pharmacies des hôpitaux surtout, parce qu'il y a une dame qui travaillait au CHU, elle dit que ce qu'elle fait, elles vont acheter les médicaments là. Elle met ça dans la pharmacie. C'est vrai, j'ai appris aussi. C'est vrai, le sirop, mais paracétamol, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis c'est mon même chose. Donc c'est un circuit de fond. Non, mais ça, au niveau de la pharmacie, ça, au niveau de toi. Non, dans les pharmacies, dans tous les pharmacies de la c'est seulement dans les mêmes zones dans les pharmacies. Ils ont leur circuit. Les médicaments marchent. La Borès n'a pas ça. CPCI n'a pas ça. Sofamel n'a pas ça. Attends, il y en a un. Il y en a un. Il fait quoi? Oh, les gens ont besoin. Oh, les gens ont besoin. Il fait quoi? Il n'en va mourir. Je vais payer à bas prix et puis je vais mettre le prix standard. Même chose. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais le produit sort d'où? Moi, je connais une grande toxique qui est à Djamé, qui est reine. Je ne vais pas dire son nom, mais elle a sa même confiance en elle. Qui vient livrer? C'est NPSP. Ah. C'est NPSP, une nouvelle pharmacie publique là. Tu n'as pas voir ça, donc il y a toujours des circuits frauduleux. Donc ça c'est une lutte contre la fraude. Mais quand une lutte, prenons encore le chose. Comment on appelle ça? Le marché de la drogue. Ça passe par où? Qui contrôle? Mais c'est les mêmes autorités qui sont habitées à contrôler, qui font entrer. Est-ce qu'on doit contrôler le marché de la drogue? On dit c'est prohibé. Tout ce qui est prohibé, c'est que c'est interdit. Donc, obligation de contrôler. Mais ça rentre quand même. Mais ça, c'est de la nature de l'homme. Hein. Ce qui est interdit là, c'est ça qui vient. Oui. Vas-y, on dit. Allons-y. Sur le point un peu plus haut, un marché fragmenté, de nombreuses marques se partagent le marché. Je suis un peu confuse. Marché fragmenté, c'est où ça? Quel point? Troisième point, juste en haut, point de prolongation. Ça, c'est une interrogation. Troisième point, je vois ça. C'est après quoi? Monopole? Tout en haut, après marché fermé. Tout en haut, même. Ah oui. Après marché fermé, on a vu marché fragmenté, oui. Les nombreuses marques se partagent le marché. Ce qui veut dire, les marchés fragmentés là, c'est ce qu'on est en train de citer là. Tout ce qu'on a décidé font partie des marchés fragmentés. Puis on a dit, et aussi oligopole, ça va? Et aussi oligopsone, ça va? Donc tout ce qu'on vient de citer font partie du marché fragmenté. Donc quand on parle de marché fragmenté, ce n'est pas ici le marché atomisé. Fragmenté au moins, c'est comme si on parlait ici de segmentation du marché. Mais dans chaque domaine, si on... On peut dire ce marché est segmenté, on est d'accord? Mais ici, quand il est, comment on appelle ça là, fragmenté, dans ce marché-là, on peut le diviser en sous-ensembles. Mais c'est l'ensemble de ces fragments-là qui donnent oligopole, monopole, ça veut dire les différents types de marchés. Vous avez compris? Ok, allons-y. Il est quelle heure? Ok. On continue? Remarque, les cas de monopole ou de duopole peuvent donner lieu à des ententes entre les entreprises ou à un abus de position dominante. Quand ils sont deux ou bien de duospole, ils peuvent s'entendre pour avoir une position dominante, pour imposer leur prix. Parce qu'à part eux, vous ne pouvez pas avoir accès à d'autres produits si ce n'est pas en passant par eux. Et quand ça commence comme ça, l'État va intervenir à travers le ministère du Commerce pour briser cette union-là qui tente vraiment à imposer son déshydratat à la population. Mais si ce n'est pas un contrat de monopole qui a été signé avant, dans le contrat de monopole, l'État est obligé, parce que c'est un contrat qui dit clairement, nous on vient, on fait ça parce que nous, nous avons fixé. Souvent, l'État
est limité. L'État ne peut pas avoir trop de décisions. L'État attend forcément que le contrat arrive à terme pour pouvoir encore renégocier les termes et les clauses du contrat. Oui. Je voulais savoir, lorsque le contrat, l'État signe le contrat avec l'entreprise, il y a qui poursuit l'État? Au cas où l'État ne veut pas, l'État, en principe, tout se fait de manière structurée. C'est parce que dans certains pays, les pays africains, quand vous prenez la Cour des comptes au niveau de la Cour suprême, c'est la chambre de la Cour suprême qui vérifie tous les comptes de l'État. La Cour administrative vérifie aussi tous les contrats qui ont été signés par l'État. Si l'État, avec son représentant qui est le président et ses ministres, ont pris en compte l'intérêt même de la Côte d'Ivoire. Mais, comme on le dit, ce sont des contrats léoniens. Ça veut dire quoi? Je mange, je te tais, je te donne, tu prends, puis on continue, et puis le contrat avance. Parce que pourquoi aux États-Unis, pour choisir un juge de la Cour constitutionnelle, on le choisit et il est là à vie. C'est-à-dire, toi qui viens, tu n'as même pas aucune médaille, tu n'as même pas aucune pression sur lui, il est là à vie. Les juges de la Cour suprême aux États-Unis, ils sont là à vie. Donc, toi, le président qui vient, que tu ne respectes pas les normes et que tu n'es même pas en règle, le président de la Cour, disons les juges de la Cour, ils vont te radier. Mais il a collaboration. Ben, si c'est lui-même qui t'a nommé et qu'il peut te révoquer, est-ce que quand il fait une bêtise, tu peux le renvoyer? Tu peux parler? Tu dis qu'il y a encore là, Donald Trump. Tu dis qu'il y a encore là. Il dit, si le président élu et le juge mangent ensemble. Oui. Maintenant, il y a des contrats que l'État peut banaliser. Oui, il banalise. Parce que les deux mangent ensemble. Donc, il peut avoir une pression sur l'État pour dire que ce contrat qui vient d'ici est un contrat qui n'est pas bien fait. Monsieur, même si le juge est là, il ne peut pas échanger. Mais l'État a le monopole. Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Vous savez, ça ne se fait pas. Mais pourquoi le sénateur aux États-Unis, il est plus puissant que le président? Il y a des lois que le président prend. Quand le sénateur dit ça passe pas, ça passe pas. Ils sont indépendants. Quand on parle de la séparation du pouvoir, c'est aux États-Unis, on voit ça très vrai. Le sénateur a un pouvoir. Le juge de la Cour constitutionnelle a des pouvoirs. Le président, il est de passage. Le juge de la Cour constitutionnelle, il est nommé à vie. Mais attends, tu as quel moyen de pression sur lui pour lui si tu ne fais pas ce que je te dis, tu n'es plus juge. Il faut attendre d'abord que je meure, ou bien avant que toi-même tu viennes m'assassiner, ça c'est un autre cas. Donc quand tu es dans la légalité, on lit le droit. Donc tu ne peux pas faire un contrat selon toi-même, disons tes propres besoins, ou bien un contrat qui t'arrange, mais qui n'arrange pas l'État. Mais quand c'est comme ça, la Cour constitutionnelle va t'assigner en justice et puis on va te juger. Mais ici en Afrique, ça n'existe pas. C'est moi qui t'ai nommé, je peux te révoquer. On tous cousus. Et puis on avance. Bouche bée. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Mais il y a des gens quand même qui sont intègres. En Afrique, il y a des gens qui sont intègres, qui disent non, moi je ne suis pas dans ça parce que mon éducation, la morale ne me permet pas d'agir comme ça. Je quitte, j'ai ton fils, je ne suis plus dedans. C'est comme ça. Mais quand tu veux manger, il faut te taire. Parce que la main qui demande est toujours en bas. Ça va? Le plus qu'à la main qui demande est en haut. C'est le standard. Ok, allons-y. Ça va, il n'y a pas de questions? Les subdivisions du marché. Lorsqu'une entreprise cherche à analyser un marché sur lequel elle est présente ou sur lequel elle souhaite entrer, elle a tout intérêt à définir ce marché de manière très large, en y incluant non seulement les produits concurrents des siens, mais également ceux qui sont susceptibles de s'y substituer parce qu'ils répondent aux mêmes besoins. Okay. Par exemple, si la
marché du transport des voyageurs entre Lille et Paris, elle ne va pas s'intéresser seulement aux voyageurs qui prennent le train, mais également à ceux qui empruntent d'autres modes de transport comme la voiture. Autrement dit, la SNCF. La SNCF, c'est quoi? Chemin de fer. Français. Donc, prenons ici d'autres cas comme la Sotra. Ça va? La Sotra, comme on dit, a un monopole. En Europe, en France, la SNCF a un monopole du transport par rail. On est d'accord? Mais quand la Sotra veut faire une étude pour connaître quels sont ses concurrents, elle doit prendre encore les concurrents qui sont les concurrents indirects de ses concurrents. Ici, les concurrents de la Sotra, Côte d'Ivoire, quels sont les premiers concurrents de la Sotra? Dakar. Tassi compteur. Il y a quoi encore? Bateau bus. Il y a qui encore? Donc, si c'est d'autres conseils, c'est STL, Aqualine, mais. Non, prenons transport terrestre, ils sont transport du Bénin. Il y a le marcheur qui est là. Le marcheur là, il peut faire garder ses 200, 300. Il marche, il s'en va. Or, s'il prenait par jour, si vous comptez le nombre de marcheurs, le nombre de marcheurs, ça ne nous arrange pas. Donc là, on prend nos concurrents là. Il y a le marcheur, il y a le Baka, il y a le Wawa, il y a qui? Il y a tout cela. Donc au niveau de la Sotra, mais la Sotra ne peut pas couvrir tous les besoins en matière de transport abidjanais. Mais la Sotra, si elle veut vraiment récupérer tout ce marché-là, elle doit créer maintenant d'autres formes de transport. La Sotra est venue avec ses 8 bus qui étaient quand même des Baka vraiment bon modèle. Mais ça ne va pas partout. Et puis le transport encore. Donc c'était réservé. Donc là, il ne peut pas concurrencer les transports urbains qu'on appelle le Baka, ni le Woro. Donc alors quand vous arrivez sur un marché, regardez d'abord vos concurrents directs, vos concurrents indirects. Et d'autres qui vont mettre en place des produits de substitution. Le produit de substitution est un produit concurrent indirect. Parce que eux, ils ne vous concurrencent pas directement, mais ils remplissent les mêmes besoins que vous remplissez. Quelle est la fonction du transport? Déplacement d'un point A à un point B. Que toi tu arrives à Mercedes, que toi tu arrives à Warren, tu arrives à Tassi Compteur. Moi qui marche là-bas, je sais que si je quitte ici à 5 h, à 8 h, nous serons se retrouver là-bas. Je prends mes dispositions. 4 h, je suis déjà prêt. On dit bureau, c'est moi qui suis le premier. Je suis là, non, c'est un bon employé. Il est à l'heure. Et le monsieur avant de rentrer, plus il sait qu'il va marcher, il prend ses dispositions. Hein? Bonne serviette là, tranquille. Puis quand il arrive ici, il plonge, il se met dans son costume tranquille. Vous êtes barré là, tu regardez. C'est là que les gens, il y a beaucoup de choses. Parce que au Burkina, par exemple, le problème, c'est que ça te fait déplacer. Mais ce sont tes concurrents. La moto, c'est tes concurrents. Celui qui a un vélo, c'est un concurrent. Donc tout cela, il faut regarder tout ça avant de t'installer. Est-ce que vous voyez un peu? Au niveau de la restauration. La restauration ivoirienne était centrée sur quoi? L'Ivoirien était centré sur quel type de restauration? Africaine, qu'on appelait quoi? Les maquis. Ça va? On dit restaurant maquis. Mais le mot maquis vient d'où? On dit celui-là, c'est un maquisard, n'est-ce pas? On se cache. Donc, en principe, maquis, c'était un peu où on se cache, on ne se voit pas. Mais ce n'est plus les maquis. C'est maintenant ciel vert. On ne se cache plus. Mais là-bas, c'était la nourriture africaine. C'est-à-dire ce qu'on mange ce soir, on vient le trouver là. Mais aujourd'hui,
avec le prix élevé de ces plats-là, il y a eu des nourritures de substitution. Le gars va arriver en quelle année? 2005, 2006. 90, 89. Quand le DSIO chantait les premières chansons là, c'est dans cette période que le GABA est sorti. Parce que aujourd'hui le GABA encore, il devient encore cher. Mais avant, avec 200 francs, c'est y compris avec tous les accessoires et puis magiques non glacés. 200 francs, tranquille. Attaquer 50 francs, poisson 100 francs. Et il est costaud comme ça. Un ton bien dodu. Les 50 francs, un puits magique, 2 sachets d'eau. Il n'y avait pas sachet d'eau 25, il n'y avait pas sachet d'eau 50 francs. On attache comme ça, on dit 3 à 10 francs. Tranquille. Donc avec tes 200, tu es tranquille. Est-ce que aujourd'hui tu peux manger GABA 200? Il n'y en a même pas même. Il n'y avait pas passé le 200 dans cette époque. Et on est en train de, quand le GABA est venu aussi, avec sa cherté, on a commencé maintenant avec des produits de substitution. Quoi? Pain condiment. Pain condiment. Pain condiment, après c'est venu avec ça, c'est commencé à devenir cher. Alors là, Panini est venu. Mais il y a d'autres aussi qui disent non, tout ça là c'est long. Ils retournent à l'africaine, banane braisée à la Chine. Mais dans certains points, vous ne pouvez pas avoir une banane braisée à 100 francs. 200 francs, 200 c'est attends. Donc je préfère prendre mon boson. Donc tout est dit que selon. C'est-à-dire le dosage a diminué, mais le prix est toujours le même. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que la population évolue, vous aurez toujours des concurrents directs et des concurrents indirects. Mais il faut les connaître. Il faut le connaître pour pouvoir mieux s'adapter. Parce que si vous ne faites pas ça, celui que vous négligez comme un concurrent indirect qui est insignifiant, si vous n'y prenez garde, c'est lui-même qui va prendre vos places de leader lui-même. Donc, en fonction de ce qu'il fait, vous proposez d'autres produits. Aujourd'hui, je me demande combien de personnes mangent encore le shawarma. Vraiment, le shawarma, quoi est-ce que le shawarma? Mais ça, il y a Afrique aussi. Ouais, je ne dis pas le shawarma, vraiment. Mais quand vous dites, la combien est-ce que le shawarma? Parce que quoi? Le shawarma avant, il coûtait combien? 800. Le vrai shawarma, c'était 300. Mais c'est shawarma qu'on va à Djamé, chez Assad, à Djamé, printemps, 300. C'est le vrai shawarma qu'on s'en fait tout à l'heure. Ah oui, c'est ça, c'était 300. La bouteille de Coca-Cola à 125. Ça, tu t'en vas, tu invites quelqu'un, vous avez 1000 francs. Un plein shawarma, un Coca-Cola, la bouteille 125. Et puis on donne la monnaie 200, 250. Et aujourd'hui, le même shawarma vous payez à 1500. Le contenu qu'on met dedans, est-ce qu'on mettait là-bas avant? C'est une différence. Aujourd'hui, quand j'allais au shawarma, demandez-leur de vous faire un mélange. Le prix change. Quand c'est un mélange là, le prix change. Mais avant, quand tu arrives, tu dis, je viens shawarma, mais il faut me faire un mélange. C'est même prix 300. Mais aujourd'hui, qui peut se permettre, c'est pas tout le monde qui va manger un shawarma. Oui, question, oui. Donc, ça dit en fonction des habitudes alimentaires, il faut savoir qui sont nos concurrents. Et puis en fonction de ça, on s'adapte. Parce que comment on maîtrise le marché? Si vous ne connaissez pas votre concurrent, c'est lui qui va vous piquer un couteau dans le dos plus tard, parce que vous l'avez négligé. La chance de la Sotra, c'est que c'est une société d'État. Et l'État ne veut pas, ils ont le monopole du transport terrestre privé à Abidjan. Ce sont des sociétés qui étaient prêtes à venir concurrencer si on leur donnait l'agrément. Mais l'État ne peut pas, parce que là, ça ne va pas. Il y a des gens qui sont prêts à faire 100 francs. Oui, sont sûrs. Ils sont prêts à faire 100 francs, ou 200 francs. Ou bien une chose qu'on appelle Wi-Fi, Express 500. Non, ils sont prêts à faire 200 Express un an. Mais un peu, ça viendra.
Mais quelle heure? 20h15. Ok, on peut continuer un peu. On doit s'arrêter à 20 aujourd'hui. Ainsi, le marché d'une entreprise se divise en 4 parties. Le marché de l'entreprise se compose de l'ensemble de ses clients finaux ou consommateurs finaux. Le marché de la concurrence est constitué des acheteurs et des consommateurs du produit ou du service concurrent. Le marché des non-consommateurs relatifs comprend les personnes qui n'ont pas encore acheté le produit de l'entreprise, mais qui sont susceptibles de l'acheter et de le consommer sous certaines conditions, par exemple, baisse des prix. Les non-consommateurs absolus, ce sont les personnes qui n'achètent pas le produit, mais qui pourraient le faire éventuellement, mais qui ne le consommeront jamais. Par exemple, les non-voyants peuvent acheter une voiture ou l'offrir, mais ne pourront jamais la conduire. Les non-consommateurs absolus ne deviendront jamais clients de l'entreprise pour des raisons physiques, morales ou religieuses. NB. Pour agrandir son marché, une entreprise doit attirer les clients des entreprises concurrentes et les non-consommateurs relatifs. Ça va? Monsieur, Oui. par rapport au non-voyant. Par rapport à quoi? Au non-voyant. Pour pouvoir conduire d'abord, quel est le premier examen qu'on fait d'abord? L'examen de la vue. On dit qu'il ne pourra pas conduire. Mais il peut l'acheter pour offrir ça à sa femme. Mais lui-même là, on ne peut pas le conduire. On peut le conduire, mais il ne va pas l'utiliser. On parle ici de l'usufruit. Est-ce que vous voyez, tu achètes ce que tu utilises toi-même. Mais lui, il ne sera jamais au volant. Un dernier, il ne voit pas. Est-ce qu'il sait de quelle marque il s'agit même? Allô? Wow. Donc ici, les marchés que nous avons, il faut connaître que sur un marché, on a différents types de personnes qui vont consommer le produit. Ceux qui ne vont jamais consommer le produit, ceux qui sont relatifs, ils vont, ils viennent. Ça va? Mais on a le marché actuel et le marché de la concurrence. C'est compris? Parce que toujours est-il que tant que les clients du concurrent ne sont pas encore dans notre marché actuel, il faudrait qu'on fasse toujours des campagnes vers les concurrents qui viennent chez nous. Donc, en principe, il y a le marché actuel de l'entreprise. D'accord? Plus le marché actuel de la concurrence. Ça va? Qui devient marché de la profession. Marché de la profession. D'accord? Mais, marché de la profession. Ceux qui exercent dans ce marché-là, par exemple, dans le domaine des boissons alcoolisées, en Côte d'Ivoire, il y a le marché de la profession, ceux qui exercent sur ce marché-là. Et leur marché, ce sont ceux qui consomment actuellement leurs produits. Avant qu'on ne passe au marché de la profession, avant qu'on arrive au marché de la concurrence, on a le marché théorique. Le marché théorique. Le marché théorique, c'est quoi? De manière explicative, quand on parle de théorie, c'est quoi? La théorie, et puis il y a la pratique. Donc, le marché théorique, je prends une population comme population ivoirienne. Population, non, ça fait combien? 1 million. 20 millions. D'accord, prenons 22 millions. Bon, disons 23 millions. On est d'accord? Donc ici, 23 millions constituent
le marché théorique. Je vais en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a une population dense et une population élevée, 23 millions. C'est le marché théorique sur lequel je vais exercer mon activité. Mais de manière pratique, sur ces 23 millions, mon produit ne s'adresse pas, par exemple, aux enfants de 0 à 15 ans. Vous êtes d'accord? Alors là, le pourcentage de personnes ou bien d'enfants de 0 à 15 ans ne consommant pas ce produit peut être 10%. Ça va? Alors là, le marché qui me reste, 23%, disons 23 multiplié par 10, divisé par 100, ça me donne combien? C'est 23 millions. Ça me donne combien? 230 divisé par 100. Ça me donne combien? On fait le calcul, s'il vous plaît. « 23 multiplié par 10 divisé par 100. » On fait ça. 2 millions 300. 2 millions 300. Ok. Donc les 2 millions 300, si j'enlève les 2 millions 300 du marché théorique, si j'enlève 23 moins 2,3, c'est ça? Ça va rester combien? 20,7. Ce marché qui reste là, c'est quel marché? Les 20,7. Le marché qui reste, c'est qui? Je ne parle pas des 2 millions, il reste 20 millions 700. C'est le marché potentiel. C'est eux là qui vont consommer nos produits. Mais ceux-là, les 10% qui sont 2,3, c'est quoi? Les non-consommateurs absolus. Mais, il y a une différence. On a parlé avec Mademoiselle Api. Mais il y a une différence. Ceux-là, ce sont les non-consommateurs. Parce que dans les non-consommateurs, on a les non-consommateurs relatifs et on a les non-consommateurs absolus. Mais ce que nous on sait d'abord, c'est que les 20 millions 700, c'est le marché potentiel. D'accord? Les 2 millions qui restent, c'est les non-consommateurs. D'accord? Je n'ai pas dit relatif, je n'ai pas dit absolu. Parce que mon produit s'adresse à des personnes qui ont un âge au-delà de 10 ans. D'accord? Ce qui veut dire que dans les non-consommateurs, j'aurai en même temps les non-consommateurs absolus et les non-consommateurs relatifs. Parce que l'année prochaine, celui qui a 10 ans aura 11 ans. Il devient un de mes non-consommateurs. Ça va? Donc il va arriver dans cette gamme-là. Mais parmi ceux-là, il y a des gens aussi qui ne vont jamais consommer mon produit. Comme on a dit, pour question d'éthique, pour question de morale, qui sont religieuses. Et après, le marché théorique correspond à la population. Le marché, ici on a dit que le marché potentiel, quand on parle ici on verra maintenant marché actuel d'entreprise, plus marché actuel de la concurrence, plus non-consommateur relatif, qui va nous donner l'ensemble du marché potentiel. Alors quand vous êtes dans certains calculs qui ne sont pas des calculs de jeu, ça dit c'est une question de raisonnement logique. On parle d'une population, que le marché théorique, on va enlever ceux qui ne consomment pas, qui constituent le marché potentiel. Dans ça, il y a ceux qui consomment actuellement nos produits, ceux qui consomment les produits de la concurrence et les non-consommateurs relatifs. On dit, ils consomment, ils vont, ils viennent, ou bien pour des raisons, ils ne peuvent pas consommer. Ils ne savent pas qu'ils ne vont jamais consommer. Mais dans ceux-là,
Il y a ceux qui ne vont jamais, le mot jamais, souvent même on souligne. On a pris le cas aussi de la voiture pour le non-voyant. Quand on parle de consommation en matière de voiture, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas utiliser. Mais est-ce qu'il peut rouler la voiture? Il ne peut pas. Donc lui, il est un non-consommateur absolu. Oui. Marché actuel de l'entreprise. Marché actuel de la concurrence. C'est ça qui constitue le marché de la concurrence. C'est qu'ils consomment actuellement nos produits et les produits de la concurrence. Oui. C'est plus. Comme les bateaux ne sont pas. Le plus la continue, avec nos consommateurs de l'article qui va donner un marché potentiel. Pourquoi ici, ce qu'on disait avec Mademoiselle Happy hier, elle dit pourquoi ici le marché actuel de l'entreprise, on peut le mettre dans le marché. Lui là, il peut quitter ici pour venir ici. Ah oui, il peut quitter là. Il peut quitter votre marché actuel pour aller chez le concurrent. Comme lui aussi, il peut quitter là pour devenir non-consommateur relatif, pour des besoins de pouvoir d'achat. Donc c'est l'ensemble de tout cela qui gravite dans le marché qu'on appelle le marché potentiel. Tantôt il est avec nous, tantôt il est avec nous. Mais toujours dit qu'on compte sur lui, un jour il viendra. Parce que pourquoi nous faisons des campagnes toujours vers nos clients, nous-mêmes, le client de la concurrence, et ceux qui ne consomment pas actuellement le produit. Mais les non-consommateurs absolus, eux, on les laisse en paix. Parce qu'eux, ils ne vont jamais. Tu vas beau faire, ils ne vont jamais le faire. Ok, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Mais monsieur, c'est gratuit. C'est tout, on va pousser. Tout, c'est tout, on va pousser. Il y a un bout d'étonnement, il y a un bout de mensonge. Il y a un bout de compréhension. On dit oui. Oui, toi seul. Je vais au travail à 7 h. Je finis à 17 h. Oui. Je ne mange même pas les biscuits. La pauvre. Après un moment, Il faut choisir. non, mais c'est pas bien parti, c'est ça. Tu as choisi de vivre un coup du soir. Deux chapitres. Il a les 2 chapitres. On reste sur notre. Et si je ne devrais pas du boulot, et puis je dis faites-moi tout le résumé de ce qu'on a vu. Et faites-moi le résumé à quel nombre de lignes ou bien on fait soit. Qu'est-ce qu'on faisait en terminale là? C'est contraction, non? Faites contraction de ça là. Là, vous pouvez. Ok, donc. C'est bien sûr. Actuellement, je vais m'entretenir d'abord avec le candidat pour que. Parce que ce n'est pas la semaine prochaine que vous allez composer. Parce qu'il faudrait qu'on vous donne un temps quand même pour pouvoir réviser. Donc, en fonction de ça, je vais voir et puis faire pour vous donner. C'est bien sûr à partir de. On dit que c'est mercredi. Vous avez plus de. Oui, ça va bien à fin le programme. Maintenant, jeudi, non, vendredi, appelez pour que si quelqu'un vous fait un microphone, vous donner. Parce que c'est comme ça, c'est pas bon. Il faudrait que je prenne le temps pour voir ce que je sais où, au moins c'est la majorité a compris. Si elle donne à Thomas, ça va t'arranger. Si elle donne, j'ai l'obligation de donner.